Bonjour, nous sommes le 25 octobre 2017. Je vais vous parler, pour commencer, des croyances populaires. J'ai toujours été intéressé à la façon dont les gens qui ne connaissaient pas les choses raisonnaient. Quand on est ignorant, comment est-ce qu'on fabrique son savoir? Et ça peut avoir des effets tout à fait pervers, je dirais, en quelque sorte. Alors, les croyances populaires, je dirais que c'est des croyances qui sont fondées sur l'ignorance, sur un savoir extrêmement restreint et partiel. Alors, je vais prendre quelques exemples de ces croyances populaires. On va commencer par la question des langues. Le peuple croit que parce qu'un mot est employé dans une langue, il appartient d'office à cette langue. Que si quelqu'un parle une langue et utilise un mot, ce mot fait partie intégrante de la langue. Eh bien, c'est une fausse représentation. Il y a des emprunts. L'autre jour, je discutais avec quelqu'un qui me disait « Mais les nazis, le mot nazi est un mot allemand. » Il est allemand et en même temps il ne l'est pas. Ça vient du français national, qui est déformé. Donc, il dit « Oui, mais ils sont les Allemands qui l'emploient. » Et alors? La question de l'emprunt, ça voudrait dire que quelqu'un qui emprunte une voiture, eh bien cette voiture lui appartient parce qu'il l'utilise. Non. On peut très bien utiliser des choses qui ne nous appartiennent pas. On peut emprunter emprunter le mot a plusieurs sens. On peut emprunter un moyen de transport. Ça ne nous appartient pas. Donc, ça, c'est une croyance populaire. Croire que d'office, si les Anglais emploient tel mot, c'est forcément un mot anglais. Non, ce n'est pas un mot anglais. C'est un mot qui peut avoir été adopté par les Anglais, qui peut même avoir pris un sens particulier au sein d'une langue donnée, dans un contexte global différent, mais c'est quand même un mot emprunté. C'est un signifiant, au sens linguistique de Saussure, c'est un signifiant qui n'a peut-être pas le même signifié. Quand les Anglais emploient le mot enter, par exemple, c'est un mot français, c'est un signifiant français, mais ils l'emploient dans une application, je peux le dire, informatique, par exemple, et donc dans un sens qui n'était pas prévu initialement en français. Ce qui fait que lorsque l'on adopte, nous, un certain lexique anglais, mais d'origine française, nous récupérons le signifiant, mais nous adoptons d'une certaine manière le signifié, le nouveau signifié qui a été associé à ce signifiant. Voilà pour la question des langues. Passons maintenant à la question de la postérité. Les croyances populaires veulent croire que les auteurs, les compositeurs, les acteurs, au sens large du terme, dont on se souvient, ce sont ceux qui ont fait des choses dans le passé. Mais évidemment, ils ont fait des choses dans le passé. Mais il y a des milliers de personnes qui ont aussi fait des choses dans le passé et qui ont été oubliées. Donc croire que ce qui nous est transmis par la postérité est le miroir et le reflet de la réalité d'une époque donnée, d'un temps donné, serait une illusion. Dans le débat sur la question des femmes, du rôle des femmes dans l'histoire, il ne faut pas mélanger deux questionnements. D'une part, est-ce que la postérité ne retient que les noms des femmes ou des hommes? Et est-ce que ces femmes que l'on a oubliées
n'ont pas eu, de leur vivant, tout un ensemble de possibilités de s'exprimer, de publier, de se faire connaître. Or, quand on entend les croyances populaires à ce sujet, on pourrait appeler presque des légendes urbaines. On nous dit, vous voyez bien que les femmes n'ont pas pu s'exprimer puisque on n'a pas retenu leur nom. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Ben, justement, on n'a pas retenu leur nom, ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'elles n'ont pas existé. Elles ont existé, mais on les a oubliées. C'est pas la même chose. De même qu'il y a des tas d'édifices qui ont pu être construits dans le passé et qui ne sont pas parvenus. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas existé? Bien sûr que si, qu'ils ont existé, mais ils n'ont pas résisté au temps où il aurait arrivé des mésaventures qui ont fait qu'ils ont été démolis, détruits, etc. Donc, le croyance populaire essaie d'élaborer un discours qui se fonde sur ce que l'on sait, ce que l'on a retenu, notamment au niveau scolaire, ou ce qui nous est parvenu. Ce qui nous est parvenu n'est rien quantitativement, sinon qualitativement, par rapport à ce qui a existé. Maintenant, donc, la question qui se pose, c'est pourquoi certaines choses ont traversé les siècles et pas d'autres. Certaines œuvres, parce que finalement, au bout du compte, c'est l'œuvre qui est importante. Eh bien, la réponse, elle m'a été encore donnée par un ami l'autre jour, parce que moi j'organise des cafés philo au McDonald's de la rue de Rivoli, vers 23h. 23h à 24h, à 0h30 à peu près, pendant 1h30, 2h, au premier étage. Eh bien, il a dit effectivement, bon, j'avais posé la question, mais il a trouvé la réponse par lui-même, puisque j'aime bien ce côté maïeutique. Il a dit, bon, effectivement, quand on bâtit, quand on élabore quelque chose en étant trop dépendant du contexte d'une époque, quand cette époque change, quand les valeurs de cette époque changent, eh bien ce qu'on a construit ne va pas durer, ne va pas traverser le temps. Donc finalement, il faut éviter d'être trop dépendant de son temps, parce que si on est trop dépendant de son temps, quand le temps change, eh bien on disparaît, on oublie, on n'existe plus, on est oublié. Et c'est l'erreur qu'ont commise un très grand nombre de femmes, et pas seulement de femmes d'ailleurs. Puisque même parmi les hommes qu'on a retenus, il y en a des tas qu'on n'a pas retenus. Il y a les contemporains de Molière, de Shakespeare, qui ont existé, et qui même peut-être parfois ont eu plus de succès qu'eux, et qui ont été oubliés. Donc ne croire que ce qu'on a gardé, c'était ce qui existait au départ, que la postérité reflète la réalité d'une époque, c'est totalement faux. Passons à un troisième sujet, qui est la question de l'histoire, justement. Les croyances populaires veulent croire que, les vagues événements que les gens ont en mémoire constituent un tissu cohérent, et qu'il y a une causalité, et que tel événement qui a eu lieu en telle date est forcément la cause et l'explication de tel événement qui aura lieu par la suite. Et là aussi, on dit des énormités. Pourquoi? Parce que ces événements qu'on a retenus ne constituent pas un ensemble logique et cohérent. L'historien et le chercheur sait très bien qu'il y a des tas d'événements qu'on a oubliés et qui sont là et qui ont existé et qui constituent le tissu, la trame de l'histoire. Cette trame de l'histoire, elle ne se réduit pas à la postérité des événements dont on se souvient. Voyez-vous? Par conséquent, j'ai déjà dit par exemple que le départ de Gaulle n'est pas lié nécessairement, n'est pas la conséquence obligée de mai 68, que l'effondrement de l'URSS n'est pas la conséquence obligée de la chute du mur de Berlin, etc., etc. Donc là aussi, il y a une croyance populaire qui va faire une sorte de roman avec quelques données dont on dispose, qui sont connues, qui sont conservées dans les mémoires, et à partir de là, on bâtit ce qu'on pourrait appeler une fausse science, une fausse histoire.
Donc finalement, les croyances populaires, pour les définir, elles sont fondées sur l'ignorance. Elles sont fondées sur des données extrêmement partielles qu'on essaye d'ajuster, de relier entre elles de façon assez vaine.